Bonsoir et bienvenue à tous. Le GBA Business Club organise sa première visioconférence ce soir. Nous avons une hôte d'honneur en la personne de Céline Fontil, que vous voyez tout en bas de l'écran à droite. Voilà, tu peux nous faire juste un petit coucou, tu auras l'occasion de nous saluer plus concrètement tout à l'heure. Ce soir, nous allons parler de résilience. Alors, on pourrait maintenant tous avoir une définition de la résilience. On pourrait aller regarder dans le dictionnaire. Il y a certainement une multitude de définitions. Chacun a son concept, mais j'aimerais vous donner la définition suivante. C'est cette capacité à rebondir après avoir vécu un choc, une expérience traumatique ou douloureuse. Alors, non, peut-être juste pour la petite histoire. Comment j'ai connu Céline, comment nous sommes connus, c'est tout simplement dans le cadre du sport. Elle a eu l'occasion de courir avec les GVA Runners. Peut-être certains d'entre vous savent qu'il y a quelques années en arrière, ce n'est pas le sujet de ce soir, j'ai créé un groupe de coureurs. Elle est venue dans ce cadre-là nous accompagner et c'était un plaisir pour nous tous. Céline a été passionnée de dressage équestre dès son plus jeune âge. Et cette passion lui a été transmise par sa maman, qui est présente ce soir, je l'ai vue. Voilà. Et malheureusement, en 2008, Céline a connu une expérience extrêmement douloureuse. Elle a vécu un accident. Elle a eu, lors d'un entraînement, une mauvaise chute, à tel point qu'elle a failli y perdre sa vie. Elle est tombée dans le coma. Elle y est restée pendant 1 mois. Après cet épisode très douloureux, elle a dû tout réapprendre, à marcher, à parler, enfin tous les gestes de la vie quotidienne. Tout ce qui nous paraît évident, à nous tous ici présents, plus ou moins, eh bien, pour elle, c'était pas du tout évident. Céline remonte la pente petit à petit, grâce à sa volonté de faire, sa détermination, son grand courage, le soutien de sa famille, et bien plus encore. Nous avons pensé ce soir que c'était une personne très idoine, ou la personne idoine, Céline, pour notre première visioconférence, car elle a su faire preuve de résilience et aussi selon son slogan « Tout est possible ». Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en exergue, en évidence. Attention quelque part. Voilà. Nous avons pensé que c'était une personne très inspirante, aussi pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, mais aussi pour les gens en général, parce que nous avons tous été affectés d'une manière ou d'une autre à des degrés divers par cette pandémie. Ce n'est pas tout à fait fini. On voit gentiment le bout du tunnel, mais ce n'est pas encore tout à fait fini. Certains ont été plus affectés que d'autres, comme déjà dit précédemment. Maintenant, on parle aux entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, c'est un petit peu quand même notre public cible ce soir en partie, parce qu'on s'adresse aux membres du GVA Business Club. Certains ont été fortement affectés, leur activité a été réduite à néant, ou presque. Et maintenant, il s'agit de se relever, de rebondir, un petit peu à la manière de Céline, qui est très inspirante. Voilà, maintenant je vous propose de partager une vidéo selon la demande de Céline. Alors, laissez-moi juste un petit moment. Voilà. Bucéphale semblait incontrôlable. Mais Alexandre voulait relever le défi. Il dompterait l'indomptable. J'étais dans l'équipe suisse de dressage junior. J'allais de compétition en compétition sans profiter réellement et sans savoir réellement les valeurs de la vie. C'est super. Continue comme ça. Attention, oui. J'étais donnée pour morte. Après l'accident, j'étais tétraplégique. J'avais perdu la parole, la mémoire. Je pouvais rien faire.
Mon objectif, c'était revivre. C'était d'inclure mon handicap Regarde, à ma vie. tu laisses les cheveux ouverts, hein? Yes. Ah, c'est magnifique comme ça. Et pourquoi pas viser plus loin. Pour tout, je pense qu'il y a une raison. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? OK. Alors maintenant, on va démarrer un petit échange avec Céline. Un petit échange, un long échange, c'est possible. Je vais lui poser quelques questions et c'est elle qui va essentiellement parler. Et après cela, donc tout à la fin, il y aura une petite séance consacrée à vos questions, vous, auditeurs. Voilà, donc la première question est celle-ci. Céline, parle-nous un peu de ta période avant ton accident. À quel âge as-tu commencé l'équitation? Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'aimerais d'abord vous souhaiter la bienvenue chez moi, puisqu'on est en visio par écran interposé. Mais je vais essayer de vous transmettre le meilleur message possible et de pouvoir vous inspirer le plus possible. Pourquoi est-ce que je vous souhaite la bienvenue chez moi? Puisque je n'ai jamais imaginé vivre ici. Pourquoi? Je suis dans un appartement adapté. Ça veut dire qu'il y a des accessoires pour pouvoir aider les personnes en situation de handicap, notamment en fauteuil roulant. Non, mais moi, je ne suis pas en fauteuil. Mais si je me blesse pendant que je fais du sport, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est le risque qui existe aujourd'hui. Mais quand j'étais enfant, j'ai commencé l'équitation à 6 ans sous impulsion de ma maman, comme vous avez pu le comprendre auparavant, car j'étais très timide. J'avais un grand côté introverti et les poneys, ils sont connus pour leur effet thérapeutique. Et ils avaient cet effet-là aussi, puisque je me suis petit à petit ouverte à mes camarades. Mais à ce moment-là, jeune enfant, à 6 ans, même plus tard, en tant que jeune ado, à 14, 15 ou 16 ans, à ce moment-là de ma vie, j'avais un plan. Oui, je m'imaginais grandir à la maison avec mes parents. Je m'imaginais finir ma maturité, aller à l'université, faire de la médecine, ensuite devenir chirurgienne du cœur et puis par après rencontrer l'homme de ma vie, me marier, avoir des enfants et j'en passe. Mais la réalité, elle est tout autre, elle est toute différente. Bruno? Oui. Tout a été parfait jusqu'au jour où tu as eu ton accident et tu as plongé dans le coma. Parle-nous de ce moment douloureux. Oui, alors comme vous l'avez vu sur la vidéo, c'est la vraie chute, le vrai accident. Ça peut être impressionnant, oui, puisqu'après, le cheval s'est relevé, mais pas moi. Je suis restée couchée sur le sol du paddock, inconsciente, héliportée à l'hôpital. Le diagnostic était sévère, trauma crânien, opération au cerveau. Après, je ne me réveille pas, je plonge dans un long coma pendant 1 mois. Bien sûr, c'est la situation la plus terrible pour ma famille, pour mes amis, pour tous mes proches, puisque l'on ne sait pas ce qui va se passer. Le patient ou la patiente, moi en l'occurrence, j'étais vivante, mais pas tout à fait, puisque l'on ne savait pas si j'allais me réveiller après
un jour, une semaine, un mois, un an ou jamais. Il n'y a rien de plus terrible pour un parent. Et pour ma maman, une pensée particulière pour elle qui est avec nous ce soir. Ensuite, je ne me suis pas réveillée comme tous les matins lorsque mon réveil sonne. Non, cela m'a pris 2 mois. 2 mois de semi-coma ou bien d'état confusionnel, comme l'appellent les médecins. Et ça porte bien son nom, parce que j'étais terriblement excitée, frustrée aussi d'en être arrivée à là. Mais grâce à ma maman, j'ai pu retrouver la conscience lorsqu'elle a eu l'idée de me ramener à la maison pour un week-end. C'est ce qui a fait le déclic d'être dans mon environnement normal avec ma famille, mes amis, en passant par visiter mon cheval avant de retourner à l'hôpital. Là, un long chemin a commencé. C'est le chemin de la rééducation où je devais tout réapprendre. D'abord, savoir tenir une fourchette dans la main. Au début, je ne voulais pas le faire et je demandais à ma maman de m'aider à me nourrir parce que je claquais très fort la fourchette contre mes dents et bien entendu, ça fait mal. Mais non, je devais le faire moi. Et puis après, il m'a fallu apprendre à prendre une douche, à tenir en équilibre en position assise, puisque j'avais tout perdu. Tous les gestes les plus simples et les plus évidents qui nous paraissent tellement naturels dans la vie de tous les jours. Et bien entendu, la marche a été la chose la plus difficile à réapprendre, la plus longue aussi. Et pour vous dire que ça m'a pris de nombreuses années en étant passée par la chaise roulante un certain temps. Ensuite, j'ai marché avec un déambulateur, puis des cannes pour finalement me déplacer normalement sans rien. Mais par contre, depuis le début, même si les médecins ne considéraient pas totalement les progrès que je faisais, qui pouvaient simplement être, par exemple, le fait de réussir à lever un bras, moi-même, je m'en félicitais. Je me servais de chaque petit progrès comme tremplin pour pouvoir aller plus loin. C'était une manière de me motiver moi-même. Et bien sûr, j'ai toujours eu beaucoup de soutien et d'encouragement de la part de mes proches. Et le plus que je progressais, le plus que je me battais, le plus qu'ils allaient aussi être fiers de moi et qu'ils allaient continuer à m'encourager. Donc, c'était un vrai échange gagnant-gagnant. Ok, Céline, j'ai une question un peu délicate à te poser. As-tu tout de suite trouvé la force de t'en sortir ou as-tu songé un jour à mettre fin à tes jours? Alors, je vais vous répondre d'une manière totalement honnête et transparente. J'ai fait face, bien sûr, à de nombreuses difficultés, à des montagnes russes émotionnelles. Et d'ailleurs, de nombreux patients qui ont été atteints par le Covid, ils traversent actuellement aussi une résurrection pour revenir à la vie, un peu comme moi, comme je l'ai vécu. Donc, je comprends toutes les séquelles qu'ils peuvent avoir au niveau neurologique, comme ça a un impact à ce niveau-là, notamment une fatigue chronique quand on parle de Covid long. C'est paralysant. Et ça, c'était la plus grande difficulté. Parce que je ne pouvais pas faire grand-chose, me concentrer seulement 1 heure ou 2 au maximum, et j'étais fatiguée. Et une fatigue neurologique, elle n'est pas facile à gérer. Quand elle est là, elle paralyse et on ne s'en débarrasse plus. Après, la phase la plus compliquée que j'ai vécue, c'était pas à l'hôpital.
à l'hôpital, j'étais plutôt très, très bien encadrée, très, très bien soutenue. C'est quand j'ai retrouvé ma liberté utopiquement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que quand j'étais chez moi, je devais me débrouiller toute seule avec de nombreuses séquelles. Et j'en étais tout simplement pas toujours capable. En plus, ce qui m'a beaucoup affectée dans la vie de tous les jours, quand je me déplaçais dans la rue ou avec le bus, les personnes m'ont souvent regardé de travers parce que j'ai un handicap que l'on ne voit pas et pourtant je marche de travers en zigzagant, ou je marchais du moins de travers et en zigzagant dans la rue comme si j'avais beaucoup trop bu. D'ailleurs, je me suis fait arrêter par la police, figurez-vous, parce qu'ils pensaient que je n'allais vraiment pas bien. Et une autre anecdote, c'est qu'en rentrant tard chez moi, à l'époque où je vivais à Plainpalais, des personnes, j'aime pas dire les drogués, mais ces personnes-là me confondaient souvent avec elles et puis se rapprochaient souvent de moi, ce qui me faisait peur, bien entendu. Mais avant cela, quand je vivais encore chez mes parents, tout de suite en rentrant de l'hôpital, c'était donc une période extrêmement dure. Et c'était aussi la période de l'acceptation. Je devais accepter ce qui s'était passé, accepter d'avoir tout perdu, de plus pouvoir faire grand-chose, de seulement faire 1 heure ou 2 à l'école, de devoir abandonner le fait de pouvoir faire ma matu, tout simplement. Donc, c'était loin d'être évident. Les moqueries des autres gens aussi, vous l'avez compris. Donc, à ce moment-là, je suis rentrée dans une dépression profonde qui a duré longtemps. Au niveau émotionnel, je n'étais pas stable. Des fois, j'avais peur. Des fois, j'étais en colère contre moi-même, en colère contre les autres, en colère contre le sort qui m'était arrivé. Oui. Et je dois dire qu'à un moment, je ne voyais plus le bout du tunnel comme je le voyais peut-être au début. C'est-à-dire que mes émotions fluctuaient et puis en plus, j'ai vécu une agression juste avant mon accident dont je n'avais jamais parlé. C'était 1 mois avant l'accident, j'en avais tout simplement pas eu l'occasion, je l'avais gardé pour moi. C'était très très lourd quand c'est remonté à la surface. Donc, une chose dans l'autre, j'étais fortement déprimée. Je ne voulais plus vivre. Et c'est à ce moment-là qu'il m'est arrivé de faire 2 tentatives. Et après, j'ai plongé dans l'anorexie. Et là, j'ai remarqué que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et là, je devais vraiment faire un choix. Soit j'allais me prendre en main et rebondir comme je l'avais commencé après l'accident et continuer à me battre pour mes proches, pour ma famille, pour ma maman, pour mon cheval. Soit j'allais me laisser aller. Et dans ce cas-là, je ne sais pas comment ma vie se serait terminée. Et finalement, je crois avoir fait le bon choix. Je peux vous dire maintenant à quoi je me suis accrochée. Comme je l'ai dit, c'était bien entendu le soutien de mes proches, mais ce qui était aussi important, c'était le sport d'élite. Pourquoi? Parce que je le faisais avant l'accident. J'y tenais beaucoup.
Céline Montil. Synonyme de grandes ambitions pour moi. Mes parents s'étaient divorcés il y a 10 ans aussi, moment où je me suis retrouvée sans rien quand mon père a coupé les fils avec toute la famille. Oui, c'est difficile, en plus avec un handicap, mais mon but depuis ce jour-là, c'était de tenir sur mes propres jambes. Et c'est vraiment là où je voulais aller, c'était ma motivation principale, tenir sur mes propres jambes dans tous les sens du terme, par tous les moyens que je pouvais mettre en place pour me dépasser, vu que quand j'allais me dépasser, cela allait me donner encore une adrénaline supplémentaire qui allait me pousser davantage vers l'avant. Voilà, un petit point culminant, Céline, c'est certainement ta participation aux JO paralympiques de 2016. Dis-nous ce que tu as ressenti en songeant à ton passé douloureux. Oui, bien sûr. Ça a été un long chemin jusqu'au jeu de Rio. Ça s'est pas fait comme ça. Ça a été un long travail. Donc, déjà, la situation familiale a fait que j'ai loupé les Jeux paralympiques de Londres en 2012. Comme je devais reconstruire ma vie, bien que j'avais déjà participé au championnat du monde en 2010 aux États-Unis, j'ai petit à petit tout reconstruit. Et en 2014, c'est la première année où j'ai à nouveau pu participer au championnat du monde. J'ai beaucoup travaillé, non sans défi, mais j'y ai toujours cru et j'ai toujours essayé de bien m'entourer. Pour cela, j'ai toujours aidé. J'ai toujours essayé de motiver les autres, de prouver mon engagement. Et jusqu'à arriver à l'année des Jeux de Rio. Pression supplémentaire, la qualification. Bien sûr, c'est loin d'être évident. Surtout que les fédérations sportives, elles nous tiennent jusqu'au bout du fil pour nous dire seulement un mois à l'avance si on est qualifié ou pas. Et vous imaginez bien l'organisation pour organiser l'importation au Brésil, puis après l'exportation d'un cheval, avec toutes les affaires, la nourriture, etc. Donc, c'était une immense planification. Puis, en même temps, il y avait toutes les compétitions pendant la saison avant. Donc, beaucoup de stress, beaucoup d'émotions à devoir gérer. J'aimerais me qualifier, mais je ne suis jamais sûre d'obtenir ma qualification jusqu'à la dernière minute. Et finalement, j'ai pu m'envoler avec mon cheval pour les Jeux à Rio. Donc, pour moi, c'était vraiment grandiose de pouvoir y participer. Et bien sûr, je voulais y performer. Mais mon objectif principal était d'apprendre, était d'être une éponge pour assimiler le plus d'informations et d'expériences possibles pour pouvoir m'en servir à nouveau. Lors de l'interview dans la zone mixte avec la RTS, je leur ai dit que Rio ne serait pas mes derniers jeux, mais je n'allais pas encore savoir comment continuer. Bref, j'aimerais juste revenir sur le fait, comme je vous ai dit avant, de vouloir toujours aider les personnes, me mettre au service des autres, inspirer, puisque c'est comme ça que j'allais pouvoir leur donner quelque chose qui pourrait peut-être aider, je l'espérais du moins. Donc, depuis
depuis 2012, je suis engagée dans de nombreuses associations, à commencer par l'élection de Miss Handicap Suisse en 2012, qui était vraiment le début de tout. C'était à ce moment-là que j'ai été ambassadrice ou porte-parole pour les personnes en situation de handicap. Donc, j'ai eu beaucoup de missions pour sensibiliser la population suisse au handicap et pour faire avancer les choses. Donc, c'est là où j'ai commencé à me battre pour une meilleure égalité des droits et une meilleure inclusion. Depuis, j'ai publié un premier livre, mon premier livre en fin 2011. Et puis après, je me suis engagée dans d'autres causes, comme par exemple le Conseil d'éthique des institutions genevoises pour personnes en situation de handicap ou encore le Conseil d'administration chez Handicap International. Et bien sûr, j'ai fondé aussi ma propre association qui porte ma cause et qui soutient donc les athlètes en situation de handicap jusqu'au plus haut niveau. Comme ce que j'aimerais et ce qui me tient à cœur, c'est d'être plusieurs à porter la vision de l'association, la mienne aussi, c'est-à-dire de transmettre un message fort que des difficultés, on peut en faire des grandes opportunités, voire nos plus grandes opportunités. Et ce qu'on voit comme une faiblesse peut devenir des véritables forces. Céline, si tu devais adresser un message tout particulier aux entrepreneurs et indépendants qui t'écoutent ce soir, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en considérant qu'ils vivent une pandémie puis ils ont certainement été affectés par elle? Tout d'abord, j'aimerais vous dire, malgré ce qu'on peut penser, le domaine du sport étant très affecté en tant qu'athlète professionnel, je vis certaines difficultés, certainement aussi des difficultés similaires ou pas à celles que d'autres entrepreneurs vivent, à celles que vous vivez. Tout d'abord, on est dans un contexte qui prône l'incertitude et on ressent beaucoup d'insécurité. Donc, au niveau émotionnel, ce n'est pas évident à gérer. Dans mon cas, par exemple, ça s'illustre par exemple, un accès compliqué aux installations sportives, à savoir qu'ils étaient complètement fermés pendant la première vague de coronavirus. Il y a peu, c'était très compliqué. On devait établir des procédures administratives lourdes, même en tant qu'athlète, à chaque fois des échanges de courriels, des formulaires à remplir. Et encore, il fallait trouver les bons interlocuteurs pour simplement pouvoir s'entraîner sur un stade. Et la bonne nouvelle est arrivée cette semaine, c'est qu'on peut maintenant librement retourner s'entraîner sur les stades. Les compétitions, elles sont organisées dès que possible dans ma discipline notamment et quelques autres disciplines, mais on a un risque permanent d'être tout d'un coup testé positif au coronavirus et de devoir se mettre en quarantaine ou en isolement du moins, ce qui est toujours terriblement difficile à vivre pour un sportif et ce qui peut empiétiner sur les compétitions qui sont organisées. Et encore, c'est possible, avant de revenir en Suisse, de devoir rester 10 jours en quarantaine dans un pays étranger. Donc, ce n'est pas forcément très drôle. Donc, il faut mieux prendre les mesures adéquates. Ensuite, l'enjeu, il est aussi financier.
Car déjà, en temps normal, on se bat pour boucler notre budget chaque année. Mais là, en temps de crise, c'est vraiment pas donné. Et pour beaucoup d'entreprises, c'est pas forcément le temps d'investir dans des sportifs. Après, j'ai identifié tout à l'heure, en réfléchissant, 6 points que j'aimerais partager avec vous. 6 points dont j'ai parlé pendant mon intervention et que j'aimerais vulgariser et mettre en lumière. Alors, tout d'abord, c'est que je vous incite à voir chaque petit progrès comme une victoire. Car c'est vraiment le début de la voie pour se relever. Pourquoi? Parce que cela nous met dans une ambiance, un état d'esprit positif. Deuxième point, c'est motiver les autres, c'est aider les autres, s'engager pour eux, donner pour recevoir. Et surtout, ça permettra de construire une relation de confiance et d'échange les uns avec les autres. 3, c'est gérer et identifier ses émotions, se connaître, apprendre à se connaître aussi, pour pouvoir considérer ses pensées et pouvoir agir sur ses pensées. Et en les canalisant le mieux possible, cela nous poussera à être objectifs pour faire des choix. 4, pour chaque expérience, si qu'elle soit positive ou pas, ou voire mauvaise à vos yeux, essayez toujours d'en tirer une conclusion ou quelque chose de positif. Cela vous permettra que ce soit constructif. Donc, demandez-vous qu'est-ce que ça vous a apporté. Cela vous permettra non seulement d'en apprendre, et aussi mentalement à nouveau d'être dans une spirale plutôt positive que négative. Et c'est ce qui vous aidera là aussi à aller de l'avant. 5, c'est finalement, j'aimerais parler du leadership. C'est en renforçant les aptitudes, toutes les aptitudes dont je vous ai parlé juste avant, entre autres, que vous augmenterez votre capacité à rassembler. Et puis finalement, le dernier point, c'est que tout est possible dans un sens comme dans l'autre et vous y contribuez, vous l'influencez, vous l'impactez. Donc, vous pouvez vous considérer l'impact que vous avez sur vos choix, sur vos activités et sur vous-même. Peut-être une petite note. Au mois de mai, une chronique que j'ai écrite pour le magazine Amavita va sortir où je parle notamment de la gestion du stress. Très bien. Tu as parlé de ton slogan tout à l'heure, tout est possible. Tu l'appliques aussi dans ta vie de tous les jours. Tu as fait une reconversion totale. Tu as arrêté l'équitation ou le dressage équestre pour t'adonner à l'athlétisme et ton objectif est de participer au JO à Tokyo. N'est-ce pas complètement fou, Céline? Pour vous répondre, oui, ça l'est. Mais c'était le but. C'était ce que je voulais tenter. Vous savez, les personnes ont commencé à me dire, puisque je réussissais beaucoup de choses, que tout était possible pour moi, mais pas pour eux. Oui, d'accord, j'ai pu écrire un livre, il y a eu l'élection de Miss Handicap, j'avais des bons résultats en compétition,
avec un handicap en plus, comment est-ce que je faisais? En plus de tout ça, j'ai fait des études à l'université. Les gens n'y comprenaient plus grand-chose quelque part. Donc, la voie facile pour moi aurait été de continuer l'équitation en vue des Jeux de Tokyo. Mais moi, je préférais la difficulté et surtout que mon ambition était de montrer que même si l'on n'arrivait pas à faire quelque chose, que l'on pouvait l'apprendre et y arriver, ou du moins réaliser des belles choses dans tous les cas. À considérer qu'après les Jeux de Rio, j'ai commencé tout d'abord à courir, notamment quand on a couru ensemble avec Bruno, sur des distances de 10-20 km. D'accord, c'est déjà très bien pour une personne avec un handicap. En plus, je m'en sortais pas trop mal. En 2018, quand j'ai décidé de ma reconversion, d'ailleurs, l'annonce a été une véritable gestion de crise. C'est aussi un peu comme ça. Et là, la fédération m'a dit « Non, non, mais Céline, courir sur des longues distances, tu peux oublier. » Je devais faire du 100 ou du 200 mètres, du sprint. Donc, il me fallait me réinventer totalement, apprendre plein de nouvelles choses dont je n'étais pas capable, forcément, puisque je venais de réapprendre à courir, à coordonner mes bras et mes jambes. Mais comme pour moi, tout est possible, j'y croyais. Tout est possible vient de la plasticité cérébrale, dit la neuroplasticité, c'est-à-dire les capacités du cerveau à faire des nouvelles connexions lorsqu'il est sollicité. Et ça, je l'ai réalisé déjà très vite après mon accident. Ça a été un élément catalyseur auquel je me suis accrochée. Et petit à petit, j'ai appris les bases du sprint, non sans défi, puisque la première année, à ma première compétition, j'ai réussi le 100 mètres avant la ligne d'arrivée du 200 mètres que je n'aurais jamais traversée. J'ai fait une nouvelle commotion, la chute. Et oui, l'athlétisme, courir, n'est pas forcément moins dangereux que le cheval. On le voit, tout dépend des conditions naturellement. Et puis après, en 2019, j'ai très bien commencé ma saison. Après plus de 10 semaines de camp d'entraînement à Macolin aussi, un investissement plus qu'au total. Et finalement, j'ai réussi à faire les minima pour les championnats du monde en automne. Malheur, juin 2019, je me tords la cheville, je me fais opérer. Et là, j'ai vu une grande possibilité parce que ma cheville, elle ne tenait déjà pas très bien en place avant. Donc, même si c'était très pénible par là où je devais passer, j'ai vu une opportunité au bout. C'était la possibilité, en prenant soin de ma rééducation, que j'allais avoir un nouveau pied plus stable qu'avant. Et je tenais à saisir cette chance. Et avec mon équipe médico-sportive qui a extrêmement bien coordonné le tout ensemble, on a vraiment été une équipe gagnante. Arrive 2020. Je commence mes compétitions en salle. Le 10 mars, je m'apprête à partir pour Dubaï. Finalement, je ne serais jamais partie l'année passée. Bien entendu, cette année, comme de nombreux d'entre vous le savent, j'ai pu aller à Dubaï dans des conditions particulières. Mais l'année passée,
toute la saison a été bien entendu perturbée. D'abord, se retrouver isolé en tant qu'athlète et devoir maintenir ses capacités, c'est pas donné. On a eu la chance en juin que les compétitions recommencent. Et ce qui était bien, preuve que je m'en suis extrêmement bien sortie, j'ai saisi la période de confinement comme une opportunité pour me réinventer une nouvelle fois, pour trouver des nouvelles méthodes d'entraînement. Et ça, je dirais même que c'est la force du handicap, puisque j'ai dû m'adapter dès le départ, être très flexible, trouver des solutions pour tout au quotidien, et je dois toujours le faire. Donc, finalement, je m'en suis bien sortie, et la preuve, c'est que dès la première compétition, malgré qu'on n'avait pas encore accès au stade pour pouvoir s'entraîner, j'ai eu des chronos tout à fait satisfaisants, et j'ai pu faire mes records personnels au cours de la saison sur 100 et 200 mètres. Donc, j'étais vraiment très reconnaissante pour ça. Début de la deuxième vague, tout recommence. Et finalement, on arrive à aujourd'hui où l'on trouve des solutions, certaines compétitions qui ont lieu. Et là aussi, l'incertitude est là. On ne sait jamais ce qui va arriver. Je sais que je peux participer à une compétition dès que je suis sur la ligne de départ. Ce n'est pas évident à vivre, loin de là, mais c'est possible, il faut faire avec. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'être extrêmement modeste. Et personnellement, en tout cas, je réalise la chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir exercer mon métier de sportif d'élite. Bruno, on t'entend pas? Non, pardon. Céline, on a une question à te poser. On aimerait savoir quel est ton prochain défi. C'est une très bonne question. Alors, bon, vous avez certainement compris que je fonctionne au défi, vu que c'est la meilleure chose pour moi pour avancer, pour progresser. Et d'ailleurs, ça ne l'est pas seulement pour moi, mais même pour tout le monde, puisque quand on arrive à se dépasser ou on arrive à une victoire ou à gagner sur soi-même quelque part, cela procure des émotions et un sentiment positif et donne beaucoup d'adrénaline. Donc, vous l'avez compris certainement que je vais en tout cas aller jusqu'aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021, s'ils ont lieu du moins, car on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise nouvelle. Mais tant que c'est planifié, dans tous les cas, j'irai jusqu'à là-bas. J'ai cet objectif et j'aimerais me donner les moyens pour réussir à me qualifier. Donc, je vais tout faire pour pouvoir essayer d'y aller. Et bien entendu, j'espère que ça marchera. Après Tokyo, que va-t-il se passer? J'y ai longuement réfléchi, je vous avoue. Je me suis remise en question à la fin de l'année passée à ce sujet, sur ce que je voulais vraiment, comme je le fais généralement à la fin de chaque année pendant quelques semaines. Et je pense que c'est important de se remettre en question pour savoir ce qu'on aimerait vraiment, pour être attaché à ces valeurs dans l'activité qu'on exerce.
Donc, vraiment être passionné en quelque sorte. Et ça, c'est un besoin. Mais si je me rappelle mon objectif de départ, jusqu'où je voulais aller en athlétisme, c'était de pouvoir atteindre ma limite. Ma limite, c'est-à-dire en termes de chrono peut-être, et en termes de santé. Jusqu'où est-ce que je pourrais emmener mon corps? Jusqu'où ma santé va-t-elle tenir? Et ça, c'est bien entendu un compromis à trouver. Et en ce moment même, c'est vraiment la santé pousse mes progrès en avant et vice-versa aussi. Donc actuellement, je me vois en tout cas continuer pendant 1 à 2 ans après Tokyo pour arriver à ce stade-là. Peut-être que je me trompe totalement et que ce sera déjà bien avant, ou peut-être que dans 2 ans, je ne serai pas arrivée à là. Mais dans 2 ans, on se rapproche de Paris 2024. Aujourd'hui, je n'aimerais pas me mettre de pression et me dire, d'accord, il faut que j'aille à Paris, il faut que je fasse ci ou il faut que je fasse ça. Je me laisse la liberté de pouvoir faire mes choix. J'ai d'autres intérêts aussi. Et entre autres, je commence ce vendredi une formation continue, un CAS en éthique, santé et environnement, parce que l'éthique est un domaine, ou même plus, c'est une valeur qui me passionne et qui a toujours conduit toutes mes activités. Donc, j'y tiens beaucoup et je m'en réjouis. Et peut-être après qu'il y aura d'autres projets, d'autres ambitions. Je sais, je ne sais pas. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je vais les vivre et je vais poursuivre mes envies et surtout ma mission de vie, c'est-à-dire aider, inspirer, agir pour les autres et pour leur qualité de vie, pour leur bien. Très bien, tu as écrit le livre Pas à pas, histoire d'un accident et d'une résurrection aux éditions Slatkin. Peux-tu en parler et où peut-on se le procurer? Oui, alors je l'ai ici. Alors là, ça c'est la 2e édition donc, qui a été publiée en octobre 2017. Vous pouvez bien entendu le trouver en librairie qui sont désormais ouvertes. C'est possible de le commander aussi sur le site internet de l'éditeur, ce qui peut être plus pratique pour certains. Et puis, j'ai le DVD Bucéphale de la bande-annonce que vous avez vue au tout début, donc qui reflète mon parcours et qui le met en image, sachant que dans mon livre, je raconte vraiment la période de l'accident jusqu'à ma rééducation et le film continue l'histoire sur le après-livre. Et finalement, dans la 2e édition du bouquin, dans le dernier chapitre, je parle de la vie après l'accident qui vient à nouveau à la suite du film. Après, je ne sais pas combien vous êtes. C'est peut-être un peu sensible, peut-être pas. Ça dépend si vous savez tenir un secret ou pas. Je vais vous faire part d'un projet qui me tient particulièrement à cœur,
parce que j'ai travaillé pendant 2 ans là-dessus, en cachette, pendant des centaines et des milliers d'heures. Non pendant mes périodes de compétition, mais plutôt pendant les périodes d'entraînement ou de camp d'entraînement. Tous les soirs, je me retirais et j'allais travailler sur ce projet. Il s'agit donc de l'écriture d'un 2e livre. Et je crois même pouvoir vous le dire ce soir, puisque mon éditeur Slatkin vient de me confirmer la parution fin juin. Donc, je vous incite à lire le premier avant que le 2e sorte. Ce que je vais faire, c'est que, en même temps que vous me posez vos questions, je vais copier-coller 3 liens dans l'onglet conversation. Donc, c'est le lien vers mon site internet, le lien vers le site de mon éditeur où vous pouvez trouver le livre et finalement le lien vers mon blog sur le site internet du quotidien Le Temps où je parle de thématiques qui sont liées au handicap, au sport ou à complètement autre chose. Ça peut être la politique comme notre futur. Et le dernier article que j'ai écrit sur ma compétition à Dubaï et son contexte. Demain, je publierai certainement mon prochain article d'ailleurs. Mais j'aimerais encore vous dire merci. Merci de m'avoir écouté. Mais pour conclure, j'aimerais encore vous dire un mot. Je vous invite à adopter ma devise. Vous l'avez compris, tout est possible. À vivre vos activités en direction de vos rêves avec passion et conviction, à être positif et enthousiaste dans toutes les circonstances et surtout au jour d'aujourd'hui, à aborder les défis avec confiance en l'avenir et surtout, vous vous rappellerez toujours l'impact que vous pouvez avoir sur vous-même, sur votre bien-être. Donc, continuez à croire que tout est possible. Merci. Merci Céline, ce n'est pas tout à fait terminé. Romain va parler quelques minutes tout à l'heure et après cela, nous allons avoir la séance de questions des auditeurs. Il faudra bien gérer pour que tout le monde ne parle pas en même temps. Donc, manifestez-vous et si un commence à parler, les autres éteignent leur micro. Donc, Romain, c'est ton tour. Merci beaucoup à Céline d'avoir partagé ça. En tant qu'entrepreneur, j'ai trouvé que les 6 conseils que tu as donnés, c'est vraiment très inspirant et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous retenir dans notre vie. Donc, juste avant qu'on passe aux questions, je voudrais juste vous demander si vous seriez d'accord qu'on fasse un screenshot, donc c'est-à-dire une photographie de tout le monde, puisque bon, c'est un événement en ligne, hein, on est obligé avec le coronavirus malheureusement de faire des conférences en ligne. Si c'était une conférence en vrai, on pourrait faire des photos. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, si vous souhaitez apparaître sur la photo, vous pouvez allumer votre caméra. Si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez bien sûr, si vous le voulez, éteindre votre caméra. Et dans quelques secondes, je vais faire un screenshot de tout le monde. Donc, vous pouvez faire un joli sourire à votre caméra, votre téléphone. Donc, quelques secondes si vous voulez allumer ou éteindre votre caméra. Alors, il y a 2 pages. Hein. Oui, je sais. Alors, on va le faire en 2 fois. Alors, attention. 1, 2, 3. Magnifique. Encore une. Attention. 1, 2, 3. Magnifique. Parfait. Voilà, donc maintenant, la parole est à vous. Et alors, moi, je te laisse le soin de donner la parole.
Oui, juste un petit point. Donc, même ceux qui ont désactivé leur caméra, il y a encore le risque qu'ils soient visibles parce qu'il y a le nom qui s'affiche en bas. Si ces personnes ne souhaitent absolument pas apparaître, nous allons caviarder votre nom. Donc voilà, soyez rassurés. Écrivez-moi un petit message pour ceux qui connaissent mon numéro ou sinon écrivez maintenant dans la barre latérale. Donc on va passer aux questions des auditeurs. Qui veut se manifester? Moi. Attendez, il y a quelqu'un qui a activé sa... C'est qui? C'est moi. D'accord, très bien. Vas-y. Bonsoir. C'est Elisa. Alors, j'aurais juste une petite question. Est-ce qu'il y a toujours une petite suivi psychomoteur? Ah, pardon. Pardon. Est-ce qu'il y a toujours un petit suivi de psychomoteur? Alors, en parlant de psychomoteur, je pense que vous faites à la fois allusion à tout ce qui est psychothérapie et en parallèle à tout ce qui est physiothérapie. C'est juste? Je ne vois pas. J'avais désactivé ton micro, vas-y. Ah, c'est juste. Oui, oui, c'est juste. D'accord. Alors, pour commencer par la physiothérapie, je suis actuellement 2 séances par semaine à l'hôpital de la Tour où je suis suivie au niveau du médecin, des physios, de la nutrition, de la psychologie sportive. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à ma psychologue du sport et préparation mentale qui est connectée et avec nous ce soir. Donc, pour moi, oui, c'est important. La physio pour la gestion de ma santé parce qu'il m'arrive d'avoir souvent des douleurs par-ci, par-là à devoir gérer et c'est vraiment de la prévention. Pas de la rééducation, puisque la rééducation, c'est le sport. Donc, ça remplit toutes mes... le sport remplit tout ce que j'attends, en fait, en termes de rééducation. Et je fais aussi de la neurovision qui permet de stimuler le cerveau d'une manière différente et de développer d'autres facultés. Maintenant, pour répondre à la question de la psychologie, alors depuis le début, après mon accident, j'ai été longuement suivie, bien entendu, quand je suis passée par la dépression, par plusieurs psychiatres, dont après la dernière psychiatre que j'ai eue, qui m'a véritablement aidée à sortir du trou, elle m'a donné les clés en main pour pouvoir gérer mon humeur. Au jour d'aujourd'hui, on ne se voit plus depuis quelques années. Aujourd'hui, je suis donc suivie en psychologie du sport et préparation mentale, où l'on développe des stratégies, où on met des stratégies en place selon les besoins. Et ça m'apporte beaucoup au jour d'aujourd'hui, surtout quand soi-même on est plongé dans une situation et on a besoin d'avoir un regard externe. Prochaine question. C'est qui le prochain ou la prochaine? Oui, moi j'ai quand même une autre question parce que du coup ça revient, ça a l'air d'être très important pour Céline. Est-ce que le regard des autres est vraiment important? Alors, concrètement, au jour d'aujourd'hui, je m'en fiche totalement, personnellement. Et enfin, je m'en fiche, non, parce que j'essaye de contribuer au changement du regard des gens et à l'acceptation
du handicap. Donc, je suis toujours dans l'esprit de vouloir sensibiliser. Ayant un handicap invisible, par exemple, si je suis très fatiguée, il m'est difficile de tenir debout dans des transports publics ou de faire attention. Là, il peut m'arriver de demander une place assise. Les gens ne me l'accorderont pas souvent. Et là, il y a besoin de donner une explication de ce que j'ai vécu, parce que les personnes ne connaissent pas le handicap invisible, ne le considèrent pas. Donc, il faut les informer par rapport à ça. Ou par exemple, si je suis fatiguée le soir, il fait noir dehors dans la nuit, il m'arrive de marcher légèrement de travers. Là, les personnes demandent, déstabilisation. On peut faire une remarque et là, je leur explique toujours à nouveau ce qu'il en est. Mais au tout début, après mon accident, je vais pas dire que ça m'a dérangé, mais ça m'a vraiment perturbée quand les gens me regardaient d'un air insistant. Prochaine question. Bonsoir. Bonsoir. Céline, j'aimerais tout simplement vous féliciter. Vous êtes admirable et vous avez parlé de 6 points. Et ces 6 points sont applicables pour tous les domaines de la vie, pour le sport, pour la profession, aussi pour le couple, pour l'éducation, pour tout. Et ça serait bien si vous pourriez les mettre à disposition des participants. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui, bonsoir. Vous êtes une vraie inspiration. Et je voulais savoir comment vous avez eu l'idée de faire le film Bucéphale et où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors, le film, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est une société de production. Parce que moi-même, j'aurais été incapable de faire un film, de réunir une équipe et des spécialistes qui peuvent le faire. Donc, vraiment, ça a été une équipe formidable qui s'en est occupée. Tout simplement, une jeune femme d'une société de production qui a eu cette idée-là. Le film, alors si vous regardez sur mon... je ne vous ai pas mis les liens dans la conversation que je vous avais promis, donc je vais le faire directement. Les voici. Il y en a, voilà, il y en a 2, puis le premier qui n'est pas apparu sous forme de lien. Donc, sur mon site internet, il y a une page aussi sur le film. Mais sinon, vous pouvez le trouver chez MediaMarkt. Merci. Autre question? Autre question? Il n'y a plus de questions? Dernière tentative. Y a-t-il encore des questions? Plus de questions? Si on n'a plus, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette première conférence avec Céline. Merci à Céline pour son engagement, sa préparation, son inspiration pour nous tous. Et donc, voilà, les références sont là. Si certains n'ont pas pu les prendre, qu'ils m'envoient un petit WhatsApp ou alors dans le groupe, peu importe, on va vous les transmettre par la suite. Il y aura d'autres conférences, à peu près une par mois. Je ne veux pas trop empiéter sur les prochaines conférences, mais il y en aura une sur l'environnement avec Daniel Chamba, le directeur du département de l'environnement à Genève.
Il y aura prochainement, le 8 avril, une conférence sur la prise de parole en public et aussi lors de visioconférences. Donc, on a un spécialiste qui va faire ça. Et tout ça, c'est gratuit. En tout cas, dans la première phase de notre club, c'est gratuit tant qu'on est en visioconférence. Par la suite, on verra. En tout cas, merci pour tout. Y a-t-il encore le mot de la fin de la part de Céline? Tu veux dire encore quelque chose à nous tous? Alors, moi, j'aimerais encore vous remercier d'avoir été présents ce soir. J'espère que mes messages porteront vous d'une certaine manière. Je vous souhaite plein de succès pour la suite et surtout plein de bonheur. Et n'oubliez pas de tout simplement pas toujours vous projeter de l'avant, surtout qu'au jour d'aujourd'hui, avec le Covid, souvent on n'est pas très enthousiaste quant à l'avenir, mais vraiment vivez le moment présent et réalisez aussi les chances que vous pouvez croiser au quotidien et considérez-les parce que ça vous aidera à tenir la cape. Merci à vous. Merci Céline. Je vous propose de l'applaudir. Ah, il y a encore une question? Oui. Pardon? Qui voulait dire quelque chose encore? Non, c'est bon? Non, c'est moi. D'accord. Je vous propose de l'applaudir alors. D'applaudir Céline. Merci. Et bonne soirée Céline, bonne soirée à tous et à bientôt. Bravo et merci. Quelle véritable leçon de vie. Je suis encore